Mercredi 5 juin 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. L'industrie et la promotion des investissements sont une garantie pour le développement d'un pays, a déclaré le président Andry Rajoelina lors du sommet des affaires tenu aujourd'hui à l'hôtel Lode de Séoul. Il a souligné que Madagascar commence à transformer ses propres produits grâce à la création de l'ODOF et que les résultats commencent déjà à être visibles pour les coopératives qui en ont bénéficié. Reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal et Andura Zanjaïbe. Le développement du pays, de l'industrie et de l'emploi sont interdépendants. La création d'emplois ne sera pas possible si l'industrie ne prospère pas et la clé du développement réside dans la promotion de l'économie, a déclaré le président Andry Rajoelina dans son discours lors du sommet des affaires ce matin. La promotion de l'industrie qui figure dans le deuxième pilier de la PGE. Les industrialisés doivent investir dans les secteurs clés pour l'économie, tels que l'agriculture, les mines, l'énergie renouvelable et les infrastructures. Ces investissements créent des emplois et stimulent la croissance économique. À Madagascar, la politique générale de l'État se base sur 3 piliers prioritaires pour notre développement. Premièrement, la promotion du capital humain. Deuxièmement, la promotion de l'industrialisation. Et enfin, la bonne gouvernance. Ces piliers constituent les fondations sur lesquelles nous bâtissons notre avenir. La promotion de l'industrialisation et du capital humain est essentielle pour Madagascar, car nous croyons fermement que nos populations et surtout notre jeunesse sont nos plus grandes richesses. D'ailleurs, la population malgache, majoritairement jeune, constitue une main-d'œuvre dynamique et prête à contribuer à notre développement industriel. Chaque citoyen doit être utile pour sa famille, sa communauté et son pays. Car une personne sans emploi est un fardeau pour la nation, d'où l'importance de la formation professionnelle pour développer les compétences et la main-d'œuvre. Le président Andry Rajoelina a appelé les dirigeants et hommes d'affaires coréens à faire de Madagascar une priorité dans leur investissement d'une valeur de 10 milliards de dollars d'ici 30 ans, compte tenu des nombreuses ressources du pays. Madagascar a déjà déployé de nombreux efforts pour promouvoir l'industrie, notamment la mise en place de l'ODOF et la distribution de titres verts. Mis en place un programme dénommé ODOF, One District, One Factory. Donc nous allons implanter, industrialiser les districts de Madagascar. L'objectif est donc de créer des emplois et stimuler le développement industriel local. À ce titre, 56 unités industrielles sont actuellement mises en place à travers les 23 régions de la Grande Île. Dans le cadre des titres verts, nous avons octroyé à des paysans producteurs des terres agricoles de 1 hectare chacun et des animaux de ferme dont des vaches laitières pour leur assurer un revenu durable afin de réduire le taux de chômage chez les jeunes. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, l'industrialisation est la seule et unique voie pour un pays de se développer et prospérer. Avec la Corée, nous voulons créer une synergie bénéfique et mettre en place des partenariats solides qui favoriseront notre industrialisation. Pour Madagascar, l'établissement d'une coopération mutuellement bénéfique est l'objectif dans cette participation au sommet Corée-Afrique qui s'est achevé aujourd'hui. La délégation n'est pas revenue les mains vides mais a apporté 2 accords de coopération liés aux mines et à l'agriculture. De nombreux domaines sont également évoqués pour établir une coopération avec le gouvernement coréen, notamment le projet d'envoyer 1000 travailleurs malgaches chaque année en Corée. Restons toujours à Séoul. En Corée du Sud, le rendement du riz augmentera et la production de semences à Madagascar sera améliorée grâce à l'utilisation des techniques coréennes. Les techniciens malgaches impliqués dans la culture du riz recevront également une formation. Tel est le contenu de la signature de coopération entre la Corée et Madagascar qui s'est tenue aujourd'hui à l'hôtel Plaza lors du Korea Africa Agriculture. Le président Andry Rajoelina a déclaré que cette coopération contribuerait grandement à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Toujours un reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal et Andura Zanjaïbe.
La Corée travaillera en étroite collaboration avec les pays africains, a déclaré aujourd'hui le ministre coréen de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Environnement rural, Sang-mi Ryong, lors de la réunion Corée-Afrique sur l'agriculture. La Corée n'est pas favorisée en termes d'agriculture. Les 2/3 de son territoire sont montagneux, la population est très nombreuse, les Coréens ont donc choisi d'utiliser la technologie. L'une des techniques qu'il utilise est le Korean Rice Belt, et 7 pays africains l'utilisent actuellement. Face à l'utilisation de cette technique, la production de ces pays a augmenté jusqu'à 10 000 tonnes. Madagascar bénéficiera également de la technique de la Korean Rice Belt afin d'augmenter les rendements du riz, d'améliorer les méthodes de production d'engrais et les compétences des techniciens. Cela fait partie de la vision du pays de promouvoir le secteur agricole. Même si beaucoup a déjà été fait, il reste encore beaucoup de travail à faire pour permettre à ce secteur de contribuer grandement à l'amélioration de l'économie et répondre aux besoins de la population, a déclaré le président Andry Rajoelina. Souvent et toujours, à des sommets, il y a toujours des discours, mais très peu d'actions. Mais je tiens à féliciter principalement la Corée parce que pour la première fois, le sommet est accompagné d'actions et je suis convaincu que nous allons très loin changer le continent africain et merci à la Corée. La signature de ce protocole d'entente appuie le processus d'émergence agricole de notre pays pour transformer ainsi en opportunité les défis et bâtir un avenir prospère pour les populations rurales. Je suis convaincu que grâce à cette collaboration, Madagascar parviendra à l'autosuffisance alimentaire et surtout à regagner sa place de grenier risicole de l'océan Indien. Mesdames et messieurs, pour conclure mon allocution, j'aimerais partager avec vous une citation que j'ai écrite, que j'ai créée. C'est vraiment avec le cœur que, vous savez, un bon père de famille, c'est celui qui sait nourrir sa famille. Et un bon président, c'est celui qui sait nourrir sa population. Et moi, personnellement, pour Madagascar, je serai et je veux être un bon président. Alors, ensemble, semons les graines du développement pour nos familles, pour nos pays et pour la planète. Vive l'amitié entre la République de Corée et Madagascar. Madagascar a été mise à l'honneur lors de cette rencontre liée à l'agriculture. Outre Madagascar, 5 autres pays africains ont participé à cette rencontre agricole, le Comore, le Zimbabwe, l'Angola, la Gambie et le Malawi. Après la réunion, le ministre sud-coréen de l'Agriculture a fait visiter au président Andry Rajoelina l'exposition des produits de l'agriculture et de l'industrie alimentaire locale, puis il l'a emmené, le président, dans sa voiture, un geste qui montre la proximité et la force de la relation entre les deux pays. Et le voyage du président de la République Andry Rajoelina en Corée s'est terminé par une visite de l'usine de purification et de production d'eau K-Water en Corée. Le président cherche également à coopérer avec les Coréens pour résoudre le problème de la pénurie d'eau à Madagascar. Seuls 52% des Malgaches bénéficient actuellement d'eau potable et 2 millions de mètres cubes d'eau sont produits. 4,2 millions de mètres cubes d'eau, c'est le manque à combler pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Antananarivo, notamment, la pénurie est de 100 000 mètres cubes par jour. Ainsi, lors de cette visite, un dialogue a eu lieu pour établir une stratégie permettant de répondre aux différentes insuffisances à Madagascar et d'augmenter le nombre de personnes bénéficiant d'une eau potable. À noter qu'il utilise l'intelligence artificielle dans cette installation de purification et de production d'eau.
Et dans les actualités de ce jour également, comme annoncé hier, les essais techniques des 27 cabines sur la ligne qui reliera Anous et Souarane, une partie de la ligne orange du transport par câble a débuté aujourd'hui. Les essais effectués ont été concluants jusqu'à maintenant, selon le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat. Les essais avec utilisation des poids au sein des cabines devra débuter le 17 juin prochain avant de procéder au transport de personnes. Ce dernier requiert le suivi des normes européennes pour le transport par câble, selon les explications dans ce reportage sur les images de Zara Rajans. Les essais techniques effectués actuellement au niveau de l'appareil 1 reliant Anous et Souarane pour la ligne orange n'ont pas rencontré de problème et sont concluants. Si les essais avaient commencé par l'envoi des 4 cabines de service la semaine dernière, aujourd'hui, les essais se sont déroulés à travers l'envoi de ces 27 cabines en même temps. Par la suite, on procédera aux essais constitués de tests de poids au sein des cabines. Des bidons jaunes remplis d'eau et totalisant 700 kg, l'équivalent à 10 personnes sera mis dans les cabines afin de tester la tension des câbles. Et ce n'est qu'après que le test de transport de personnes sera réalisé. Cet essai nécessite l'intervention d'experts internationaux, autres que ceux responsables des travaux, souligne le ministre Gérard Andjemanoissou. En effet, cet essai de transport de personnes nécessite le respect des normes européennes des transports par câble. Pour cette ligne orange reliant Anous à Mbadbé, environ 198 cabines seront exploitées. Néanmoins, le nombre de cabines mises en service dépendra du nombre de passagers. 698 cabines seront mises en service tous les jours. Une cabine passera 18 secondes au niveau des gares. Le transport par câble pourra transporter 40 000 personnes. Selon les estimations, cela pourra solutionner grandement les problèmes de la circulation dans la capitale, affirme le ministre. Ce TPC se complète avec les autres moyens de transport de la ville, comme le train urbain. Pour la ligne verte reliant Anous et Ankatz, le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat est actuellement à l'étape des études, d'après toujours les explications. Et dans l'actualité politique de ce soir, la plateforme Irmar et Sikare Chamakam Anji Radzuiln est sortie de son silence aujourd'hui face aux divers agissements des opposants du pouvoir. Ainsi, l'Irmar réitère sa volonté de respecter la loi et souligne attendre sereinement les résultats officiels des élections. Ces candidats qui se sont présentés sous la couleur orange incitent tout un chacun à ne pas se laisser perturber et déstabiliser. Pour eux, il ne faut pas se fier aux résultats sortis au niveau des réseaux sociaux ou par ceux qui s'autoproclament victorieux. Seuls les résultats officiels publiés par la Haute Cour constitutionnelle sont officiels, selon toujours les explications dans ce reportage de Zara Rajans. Dans certaines communes du district d'Ambatfinanjan, diverses anomalies ont été constatées durant le processus électoral. Même si le candidat de la plateforme Irma, Richard Azafnjabar, y mène, certains candidats proclament leur victoire sur les réseaux sociaux, notamment l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamassou. Cette parlementaire n'était même pas présente dans les communes durant la campagne, affirme son adversaire, mais elle a pu changer les résultats dans certaines communes. De ce fait, le candidat de l'Irmar appelle à une confrontation des procès-verbaux. Pour lui, la population d'Ambatfinanjan a fait son choix car elle n'a pas su utiliser son statut de président d'une institution pour y apporter le développement. Outre Ambatfinanjan, la candidate du député de l'Irmar Amadzang a également déclaré avoir des preuves de violation des lois, notamment ce qui s'est passé le jour de l'élection durant lequel son adversaire a payé des électeurs pour voter pour lui. Le candidat du 5e arrondissement de la capitale confirme également ce genre de comportement et de non-conformité aux lois. Pour lui, les candidats de l'Irmar l'a largement emporté sur son adversaire. Malgré les anomalies évoquées par ces candidats, ils ont été unanimes à dire que tout un chacun devrait attendre les résultats officiels dans le calme. La seule option est le recours légal, notamment la confrontation des PV et le dépôt des requêtes auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Ces candidats de l'Irmar sont venus constater l'arrivée des résultats des élections au niveau de la CENI aujourd'hui. Selon les tendances des résultats provisoires des élections publiées par la CENI, l'Irmar est en tête et est assuré d'obtenir la majorité lors de ces élections législatives. Selon le calendrier électoral, la CENI dispose d'un délai de 10 jours après l'arrivée des résultats électoraux du SRMV pour traiter les résultats provisoires des élections avant de les publier.
5 juin, journée mondiale de l'environnement, 17 juin, journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Thème de la célébration, la terre, notre priorité, notre trésor, protégeons-la de la sécheresse. Dans la région du sud-ouest, ces deux journées importantes seront célébrées ensemble les 13, 14 et 15 juin pour renforcer la responsabilité et la sensibilisation à la protection de l'environnement et à la lutte contre la désertification et la sécheresse terrestre. Ainsi, l'accent sera mis sur la réforestation de la terre durant la restauration de la terre durant la célébration, a déclaré le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Anne-Myrine Fontaine. Le 1er juin, dans la matinée, la finale régionale de la 4e édition du concours mondial Le Pont vers le Chinois pour les écoliers de Madagascar s'est tenue à l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo. Il s'agissait de la première finale hors ligne de la zone de Madagascar depuis la création de cet événement. À l'issue de ce concours, une élève de l'école Le Petit Nid a remporté le Grand Prix et représentera Madagascar en Chine pour la demi-finale et la finale. La compétition Pont vers le Chinois est organisée par l'ambassade de Chine à Madagascar et gérée par l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo. Le concours a été divisé en 2 grandes parties, un discours thématique et une représentation artistique. Dans la partie discours, les jeunes participants partageaient leur amour pour la culture chinoise et ont exprimé leur expérience et leurs réflexions sur l'apprentissage du chinois, remportant ainsi des applaudissements chaleureux de la part du public. 喜欢唱歌，弹钢琴，也喜欢学习和语言。他聪明、勇敢，手带乾光圈。刚学汉语时，我觉得这真是世界上最难的语言。我觉得很好听，但是我不太明白歌词的意思。中国有句话：“读万卷书，不如行万里路。” 我想去做中国饭，回来做给我的爸爸妈妈吃。Dans la partie artistique, les jeunes participants ont présenté une variété de performances telles que des chansons, des danses, des opéras, des chants avec instruments, des récitations poétiques, etc. La performance de Remami Larenatoni au clavier électrique, avec la chanson Le Bonheur avec toi, a été particulièrement remarquée, avec des notes sautant entre les touches du clavier et sa voix douce résonnant dans tout l'auditorium. La performance énergétique de Xiaomi, la chanson Ami, dégageant une forte présence sur scène avec une assurance stable. Le segment d'opéra choisi par Wanjia Ouamulan qui a dit qu'une femme ne peut pas être comme un homme, imposant avec une allure élégante. Les performances adorables des participants et leur enthousiasme contagieux ont suscité des acclamations dans toute la salle avec des applaudissements incessants. Après une compétition féroce, Remami Larenatoni de l'école Le Petit Nid a remporté le Grand Prix, tandis que Xiaomi de l'école secondaire de Fenerive-Est a remporté le premier prix. Wanjia et Lissisi ont remporté respectivement le 2e et le 3e prix. Remam Larenatoni représentera alors Madagascar au concours mondial Pont vers le Chinois pour les écoliers qui se tiendra en Chine au mois de juillet prochain. Ce concours a pour but de susciter l'engouement pour la culture et la langue chinoise. Il permet aux meilleurs candidats sélectionnés lors des épreuves nationales de visiter la Chine pendant environ une semaine, tout en participant à ce concours pour les demi-finales et la finale. Et dans les actualités internationales de ce soir, le président américain a annoncé hier la fermeture temporaire de la frontière avec le Mexique aux migrants clandestins qui demandaient l'asile aux États-Unis. Un coup de barre à droite sur un sujet clé de la campagne électorale quelques semaines avant le débat de Joe Biden avec le républicain Donald Trump. France 24. C'est un virage à droite, loin d'être innocent. Constamment attaqué par Donald Trump sur la question migratoire, Joe Biden a décidé d'aller sur le terrain de son adversaire à 5 mois de l'élection présidentielle. Le président américain annonce durcir sa politique d'immigration avec le Mexique.
Aujourd'hui, j'annonce des mesures visant à empêcher les migrants qui franchissent illégalement notre frontière sud d'accéder au système d'asile. Les migrants ne pourront recevoir l'asile à notre frontière sud que s'ils le demandent après être entrés par une procédure légale établie. Concrètement, les migrants entrés illégalement sur le territoire américain ne pourront pas bénéficier des procédures de demande d'asile. Et ce, dès lors que leur nombre dépasse les 2500 par jour pendant une période de 7 jours consécutifs. C'est le cas actuellement, afflue un nombre record de personnes qui fuient la pauvreté en Amérique centrale et latine. Joe Biden assure que ces nouvelles mesures drastiques respectent le droit international, mais les Nations Unies s'insurgent. Dans toutes les situations, nous rappelons que la demande d'asile est un droit humain fondamental et que l'accès à l'asile pour les personnes qui en ont besoin est primordial. Toute personne qui affirme avoir une crainte fondée d'être persécutée dans son pays d'origine devrait avoir accès à un territoire sûr et voir sa demande évaluée avant de faire l'objet d'une expulsion ou d'un éloignement. Joe Biden tente un coup de poker politique à l'approche de l'élection présidentielle où chaque voix devrait compter tant l'issue du scrutin est incertaine. Seulement, avec un tel changement de cap, il risque de s'aliéner certains de ses supporters. L'opposition républicaine, qui réclame pourtant à corps et à cri des lois très restrictives contre l'immigration venue du Mexique, dénonce une manœuvre politique grossière. Le locataire de la Maison-Blanche, lui, l'accuse d'avoir bloqué tout accord bipartisan sur la question au Congrès. Et les propos d'Emmanuel Macron sur la possibilité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine pour soutenir Kiev face à l'invasion russe ont provoqué hier une levée de boucliers. Les alliés de l'Ukraine, dont Berlin et Londres, ont opposé une fin de non-recevoir à ces propos, estimant que cela risquerait d'entraîner une escalade de conflit. En France, les oppositions politiques du LFI et RN ont condamné unanimement cette éventualité, la qualifiant de folie. France 24. Envoyer des troupes occidentales à la rescousse de l'Ukraine en difficulté, Emmanuel Macron brise le tabou. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Un signal fort à destination de Vladimir Poutine. Grande-Bretagne, Espagne, Pologne, Allemagne, Slovaquie. De nombreux pays européens se sont empressés de manifester leur réticence. Il n'y aura aucune troupe au sol, aucun soldat envoyé ni par les États européens, ni par les États de l'OTAN sur le sol ukrainien. Même fin de non-recevoir du côté du premier fournisseur d'armes à l'Ukraine, les États-Unis. Le président Biden a été clair sur le fait que les États-Unis n'enverront pas de soldats combattre en Ukraine. Embarras chez les alliés et en France, colère des oppositions. Le sujet a provoqué un vif échange entre le Premier ministre et Marine Le Pen. Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la co-belligérance, faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français. Si vous aviez été élue en 2022, Madame Le Pen, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre, on serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser les Ukrainiens. C'est ça la réalité, c'était dans votre programme. Les Républicains, eux, dénoncent le risque d'escalade avec la Russie. Quand pour la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon s'inquiète. L'envoi de troupes en Ukraine ferait de nous des belligérants. La guerre contre la Russie serait une folie, écrit-il. À Moscou, la réaction est cinglante. Toute intervention au sol en Ukraine ne serait pas dans l'intérêt des Occidentaux, selon le Kremlin. Et dans l'ancien camp de concentration du Stroff en Alsace, cet homme et tous issus de milieux sociaux participent à un stage de citoyenneté dans le cadre d'une peine judiciaire ou d'une alternative aux poursuites. Ce stage est organisé par le tribunal de Saverne en lien avec le Centre européen de résistance déportés. France 24. Donc vous voyez, là aussi, il n'y a aucun respect de la dignité humaine. Devoir faire ses besoins dans un seau, devant tout le monde, c'est quelque chose de très humiliant. Volontairement très neutre, parce qu'elle représente
Le but de ce stage donc de citoyenneté avec un module discrimination, c'est de revenir sur les valeurs citoyennes de la République française et notamment de rappeler aux personnes qui sont convoquées à ce type de stage, donc qui commettent pour certains des injures, des menaces ou des violences avec toujours en lien cette discrimination, qu'elle soit liée à l'orientation sexuelle ou à l'ethnie d'une personne, de rappeler finalement le vivre ensemble, les principes même du respect de chacun, de l'ouverture à la différence notamment. J'aimerais qu'on revienne alors sur ceux qui ont parlé des faits qui leur sont reprochés, s'ils le veulent bien. À donner un nom à ses 86 victimes, alsaciens, donc il n'a pas trop confiance, donc il va juste lui dire il y a des corps qui arrivent. Les 44, ils sont 800 à 900 par an. Ils vont être installés à proximité dans une ville qui se fait. L'objectif en fait de ce décret, c'est que très rapidement il y en a qui vont, parce qu'ils vont avoir des conditions horribles, vous voyez, vous avez vu sur la maquette. C'est mieux ça qu'on apprenne tout ça maintenant que dans 5 ans, 10 ans, qu'on se retrouve en prison ou autre chose. Les noms des communes, de l'Allemagne nazie. Si le camp est libre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très bon suite de programme sur Viva. Après ce journal, vous allez suivre votre série Dynastie. Sur ce, très bonne soirée sur Viva. Au revoir.